marche pour l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Des podiums parisiens au Fab Lab de Corté en passant par l'Égypte ou encore l'Angleterre. C'est le parcours atypique et couture du créateur Jérémy Bueno. Il est notre invité ce soir. Elle aime la mode, mais elle adore encore plus Loïc Prigent, le documentariste star des Fashion Week. Ce sera le focus de Marie-Ange Philippe. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir. Jérémy Bueno, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes créateur, couturier, designer. Comment doit-on vous présenter ? Couturier, créateur, pourquoi pas, designer aussi. C'est un même métier tout ça en fait. Après il y a des modes qui fait qu'on appelle plus un couturier un créateur ou un styliste. Mais voilà, le créatif. Le créatif. Vous ajoutez le métier créatif, je veux dire. Hein. Voilà. Alors, vous avez un parcours peu conventionnel. L'autodidacte que vous étiez a fini par intégrer relativement jeune, du moins, la prestigieuse école de la London College of Fashion. Oui. Après cela, on vous retrouve 6 mois dans les ateliers de Thierry Mugler. Et là encore, très vite, vous lancez votre propre maison de couture. Alors, avant de parler de ce parcours, à l'origine, qu'est-ce qui vous donne le goût de la mode ? Qui ou quoi vous donne le goût de la mode ? À l'origine, il y a un petit garçon de 7 ans voilà, qui voit sa mère fabriquer des rideaux avec une vieille machine à coudre Singer manuelle. Et je pense que c'était la découverte de cette technique en fait, qui m'a plu. Et donc je l'ai aidé. Et pour la suite, je ne sais pas en fait. C'est une passion, donc ça naît comme ça, on ne peut pas l'expliquer. J'ai touché des tissus, puis ça m'a plu. Et ça m'a semblé très simple et logique de fabriquer des vêtements. Donc c'est né comme ça très jeune. Et puis après, j'ai appris tout seul toutes les petites choses qu'il fallait savoir faire, notamment coudre, mais aussi dessiner, etc. Alors, votre attrait, votre amour du vêtement passe par les tissus, par la coupe, par le dessin. Comment il se matérialise ? Moi, personnellement, il y a pas mal de choses qui m'inspirent. Et c'est vrai que la texture, les matières, ça déclenche quelque chose. Mais ça peut être aussi des odeurs particulières ou une thématique historique qui m'intéresse, un personnage, voilà. Il y a plein de choses qui inspirent et du coup, tout se rassemble pour fabriquer un vêtement ou une collection. Vous avez fabriqué vos vêtements très, très tôt, ouais. Ou vous avez attendu d'entrer dans cette école londonienne ? Comment vous avez nourri cette passion ? Alors, j'ai terrorisé 2 sœurs, hein. Parce qu'elles étaient un petit peu plus jeunes que moi et il fallait bien que je m'entraîne. Donc, j'ai appris tout seul à faire des vêtements et à coudre. Donc, je leur faisais des robes avec des vieux rideaux ou des vieux draps, enfin bon, tout ce qu'on a sous la main à cet âge-là. Et voilà, j'ai appris comme ça. Ensuite, on m'a initié un petit peu au patronage. J'ai une tante qui est passionnée de couture aussi. Donc, j'ai appris comme ça, juste avec des petits conseils. Mais voilà, c'est venu comme ça. Ensuite, j'ai maîtrisé le dessin. J'ai appris à mettre des idées sur papier avant de les fabriquer. Et puis voilà, ensuite, baccalauréat L3 à Ajaccio, puisque je pense que c'était intéressant et nécessaire d'apprendre un petit peu l'histoire de l'art et d'être entouré de gens qui se passionnaient aussi d'art. Et puis ensuite, je suis parti à Londres tout simplement parce que j'ai été accepté. Je n'avais pas énormément de choix parce que l'idée c'était de rejoindre une école publique. Donc il n'y en a qu'une à Paris, qui est une école très demandée du coup. Et puis à Londres, à cette époque-là, en fait, les écoles de mode voulaient absolument avoir des étudiants européens. Et donc les études étaient gratuites pour tous les nouveaux venus européens. Donc j'ai fait partie de ce lot-là pendant les 4 années du BA à Londres. Voilà. Et du coup, je suppose que ça vous a aussi ouvert l'esprit à d'autres tendances,
d'autres techniques? Ah oui, ah ben, ça c'est sûr, c'est un melting pot assez phénoménal. Londres, enfin moi j'encourage toujours tout le monde à voyager dès qu'ils peuvent, et s'ils peuvent étudier à l'étranger, c'est une très bonne chose aussi parce que ça ouvre l'esprit. Et pour tout ce qui est aussi créatif, je pense que l'Angleterre, ils sont connus pour être assez comment dire, farfelu, artistique. Et avant-gardiste. Et avant-gardiste, voilà. Donc c'était vraiment une super chance de pouvoir être là-bas, quoi. Ouais. Alors très tôt, je le disais, vous fondez votre maison. Comment fait-on sa place dans un secteur réputé très fermé? Il y a très peu d'élus, beaucoup d'appelés, peu d'élus dans le secteur de la haute couture. Ça n'a pas été la joie au tout début. Hein. J'ai voulu absolument travailler pour moi-même parce que je pense que c'était un besoin et bon, c'est presque viscéral lorsqu'on est créatif de vouloir s'exprimer pour soi-même, quoi. Donc c'est vrai que j'aurais pu intégrer d'autres maisons et faire ce type de cheminement-là, mais j'ai voulu absolument ouvrir ma propre marque. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça a été un peu compliqué parce que bon, justement, il faut faire sa place. Bon, on se nourrit de ces expériences-là aussi, des difficultés. Donc ça, c'était à Londres. J'ai passé quelques années là-bas, justement, notamment pour faire mes premiers défilés. Alors, est-ce que vous diriez que créer en haute couture est plus facile que créer sa marque de prêt-à-porter? Alors, ne vous évanouissez pas tout de suite. Je ne parle pas, bien sûr, du savoir-faire. Je parle du positionnement. Les marques de prêt-à-porter, à quelques exceptions près, sont très souvent interchangeables. La haute couture, les grandes maisons, c'est immédiatement reconnaissable. C'est en cela que je dis que c'est peut-être plus facile de se démarquer. De se démarquer, peut-être bien. Enfin, au final, c'est vrai que c'est le même métier parce qu'il y a toujours un styliste, il y a toujours des patronniers, des coupeurs, des modélistes, tout ça. Ce qui change, c'est la cible et c'est la façon dont on vend, en fait. Peut-être qu'en couture, pour ce qui me concerne, puisque je ne peux pas utiliser le terme haute couture, je ne fais pas partie des 13 grandes maisons parisiennes, mais en couture, l'idée, c'est justement de raconter une histoire, de faire le show, et il y a beaucoup plus d'attention justement aux détails. Donc, en effet, peut-être qu'on peut plus facilement se faire remarquer si on a la chance, parce qu'il y a peut-être moins de personnes qui s'aventurent dans ce secteur-là que pour le prêt-à-porter. Oui. Comment vous définiriez votre style? Alors là, c'est compliqué. Je ne sais pas s'il y a un style particulier. En tout cas, ce qui me plaît, c'est l'idée qu'on peut porter un vêtement, déjà. Après, c'est vrai qu'on peut regarder des défilés couture et se dire « Non, mais ça, je ne peux pas le porter simplement pour faire mes courses ». C'est pas le but de la couture, hein, c'est pas le but de la couture, voilà. Mais l'idée, c'est qu'on puisse porter le vêtement. Et moi, ce qui me plaît, c'est tout ce qui est justement un noblissement textile, donc la broderie, les belles matières, des couleurs. Je pense que c'est peut-être là-dedans qu'on peut reconnaître un petit peu mon style. Sur mes défilés aussi, j'aime bien justement qu'il y ait une ambiance un petit peu réfléchie, une histoire, comme je disais. Donc on va aussi porter beaucoup d'attention au look, coiffure, maquillage, etc. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le définir. On va parler justement inspiration, alors avec Marie-Ange et les aphorismes de Loïc Prigent dans quelques instants. Est-ce que l'inspiration pour vous, c'est une poupée russe à Mexico ou c'est beaucoup plus raisonnable que ça? Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Je pense que... je dis toujours aux jeunes que je guide un petit peu dans ce métier-là qu'il faut nourrir sa créativité. Et une des grandes techniques anglaises, c'est justement de faire se rencontrer des thématiques qui sont vraisemblablement à l'opposé. Et c'est comme ça qu'on peut avoir quelque chose de nouveau, ou en tout cas créer quelque chose de nouveau. Donc, pourquoi pas? Moi, ça m'intéresse. Mais quand il y a, on le voit maintenant, plusieurs collections par an, alors évidemment la haute couture, le prêt-à-porter pour l'automne-hiver et le printemps-été, les collections capsules, les collections croisières, les différentes collaborations, est-ce que, en tant que créatif, la source ne se tarit pas? Ça peut épuiser.
Ça peut épuiser. Je pense qu'il n'y a pas 50 Karl Lagerfeld. C'est vraiment l'exception. Mais il faut aussi savoir que dans des structures comme par exemple Chanel, puisque c'est une des maisons qui a le plus grand nombre de collections, je crois qu'ils font 8 collections à l'année. L'idée, c'est qu'il y a une personne qui décide un petit peu de la ligne à suivre, hein, avec des croquis qui vont inspirer toute une équipe de designers aussi. Qui vont ensuite décliner, voilà, sur des sacs, sur des croisières, des collections croisières, des choses comme ça. Et c'est grâce à ça qu'on peut continuer à rester créatif. On ne passe pas sa vie à dessiner non plus. Mais c'est vrai que, comme je disais, il faut se nourrir de plein de choses. Il faut continuer à être curieux, en fait. Parce qu'autrement, on peut facilement, je pense, tourner en rond. Ouais. Et puis la haute couture, c'est l'excellence, c'est le savoir-faire. Vous avez collaboré avec d'autres artisans des métiers d'art? Oui, notamment Sonia Stéphan, qui est une brodeuse d'art avec qui je travaille depuis des années. C'est vrai que ça fait partie intégrale du métier, hein. L'idée, c'est justement l'artisanat d'art, mettre en avant le savoir-faire. Donc, il n'y a pas que la broderie, il y a aussi, je ne sais pas moi, des ébénistes qui peuvent intervenir aussi en haute couture. Pourquoi pas fabriquer des boutons, des choses comme ça. Et c'est l'assemblage de toutes ces choses-là qui rendent les créations intéressantes. Alors, selon la Fédération de la haute couture et de la mode, une robe de soirée, c'est 200 heures de travail, et la robe de mariée, 800 heures. Sans doute, ouais. Surtout si on fait beaucoup de broderie. Après, il faut savoir que dans la haute couture, un des éléments qu'on oublie facilement, c'est qu'une robe, on la fabrique, mais ensuite, il faut la reproduire pour les clientes. Et elles sont rarement reproduites à l'identique. Voilà, il y a des exigences, des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est du temps. C'est ça qui justifie aussi des tarifs particuliers. Vous avez travaillé avec l'étranger, vous avez défilé à New York, au Japon, en Égypte. On dit que l'essentiel de la clientèle couture, haute couture, elle est étrangère. Ouais. On se plie à toutes les exigences qui t'a dénaturé la robe. Je ne sais pas si on peut dire que c'est du dénaturé, mais la haute couture, c'est un service aussi. C'est un service que l'on commande. Donc l'idée, c'est que la clientèle soit contente de ce qu'elle achète. Donc s'il y a des demandes particulières, on fait le maximum pour pouvoir satisfaire, même si des fois, en effet, on s'éloigne un petit peu du produit de base. Quel regard vous portez sur la fast fashion? La fast fashion, c'est les grandes chaînes pas chères. Je pense que ça a toujours existé, en fait. Quelque part, ça a toujours existé parce que dès lors qu'il y a eu des défilés couture, donc au début du siècle dernier, on copiait, en fait, ce que les créateurs présentaient. Mais c'était une couturière qui faisait ça, familiale ou voilà, une couturière. Et ensuite, le prêt-à-porter est né dans les années 60 ou 70. Et ça a démocratisé justement les pièces de couturier. Donc aujourd'hui, on parle de fast fashion, mais quelque part, c'est pas nouveau. C'est juste peut-être que le rythme, il est beaucoup plus rapide, d'où le nom fast. Mais ça a toujours existé. Alors, selon toujours la Fédération de haute couture et de la mode, le secteur de la mode au sens très large, puisqu'on comprend l'optique, les cosmétiques, la parfumerie, représente 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Les textiles et les vêtements, à eux seuls, c'est 67 millions par an. C'est à peu près 1 million d'emplois indirects. Pour le luxe, on parlait des artisans, c'est 162 000 emplois directs, ce qui place le secteur de la mode devant l'aéronautique et devant l'automobile, notamment grâce aux exportations. Alors, Jérémy Bueno, la mode, ce n'est pas si léger que ça. C'est pas léger, ce sont d'énormes entreprises. On parle d'LVMH, on parle de boîtes comme ça qui font énormément de rachats aussi. C'est pas léger, mais c'est vrai qu'on
quelque part, c'est pas ce côté-là qu'on aime mettre en avant de cette industrie. On aime mettre en avant l'image, le savoir-faire, mais pas nécessairement ce que ça rapporte à l'État. Et en effet, c'est un des plus grands employeurs en France et en Europe aussi, puisque les marques françaises ne produisent pas nécessairement qu'en France. Elles produisent aussi en Europe, en Espagne, au Portugal et aussi dans les pays de l'Est. Donc c'est une très très grosse industrie. Alors votre dernier défilé, Jérémy Bueno, c'était pour l'hiver. C'était en 2016. 2016-2017. Oui. C'est ça. Plus rien depuis. Vous créez autrement, c'est une mise en parenthèse. C'est une petite parenthèse. C'était le besoin depuis des années, l'envie en fait de rentrer en Corse. Donc j'ai mis les collections entre parenthèses pendant 2 ans pour pouvoir rentrer, m'intéresser à d'autres projets qui me tiennent à cœur et aussi développer toute une partie comme le consulting, mais aussi la transmission, des choses comme ça, quoi. Donc je pense qu'on est très demandeur de tout ça ici donc je m'investis dans pas mal de petits projets. On va en reparler. Marie-Ange, nous attendions ce moment avec gourmandise. Le focus sur Loïc Prigent. Oui, on va parler de phrase choc. Yeah. Et là, si vous connaissez vos classiques, vous me dites, mais quel genre? Genre des phrases choc, des punchlines, si vous préférez. Des punchlines délicieuses au goût de caviar, à l'odeur de Dior, aux allures de Balenciaga. Des punchlines glanées par le désormais célèbre Loïc Prigent, qui est journaliste de mode, qui s'est fait connaître par ses documentaires très bien réalisés, d'ailleurs, avec toujours un espèce de regard distancié sur le monde de la mode, mais très sérieux et très fouillé. Il est donc à l'origine de 2 tomes de livres qui s'appellent « J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste ». Alors, ambivalence, tout est dans le titre. C'est un recueil de paroles entendues dans les défilés et autres shows de mode qu'il a d'abord mis sur Twitter et qui après, industrie oblige, il a signé chez Point, je crois, pour en faire un livre. Alors, c'est un véritable observateur, on l'a dit, c'est un acolyte de Mademoiselle Agnès, il se balade dans Paris toujours tout le temps à faire des mini-sketchs. Et là, dans ce livre, il y a comme des espèces de brefs de comptoir, fashion et glamour. Il glane, il scrute toutes ces petites phrases qui sont dites avec humour et méchanceté et qui relèvent de la frénésie de la mode et de ces défilés, des créateurs aux blogueurs, en passant aux stagiaires martyrisés, enfin tous les profils y passent. Et tout ce qui est intéressant, c'est que tout est théâtralisé complètement, tout est glamourisé en quelque sorte. C'est comme si on enduisait de paillettes tout ce qu'il y a de plus trivial. Donc par exemple, il y en a une que j'aime bien, c'est « Ton bébé est splendide, il a la peau de Nicole Kidman ». Bon, alors bien sûr qu'au-delà du rire, ça dit vraiment quelque chose de la vanité de ce milieu-là, de l'indécence même de ce milieu. J'en cite une autre, elle habite sur les Champs de Mars, elle a la Tour Eiffel dans le salon. C'est beaucoup trop éclairé, la pauvre. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas ça mal dit du aussi tout. quelque chose de la solitude et des faux semblants. Elle vit seule dans une forêt de likes, elle est désespérée. Mais aussi de la folie nécessaire à ce monde de la mode, du délirant positif, du délirant salvateur. On est vraiment entre de la fascination et du dégoût de ce monde-là. Et ça finit par être de la poésie, ou en tout cas par revêtir le mécanisme de poésie. Dans ce mode-là, tout n'est que désordre, beauté, luxure, hystérie et volupté. Et alors ce que j'aime, c'est qu'on ne sait pas si c'est drôle ou pas. Bien sûr, il y a par exemple, quand on dit c'est pas beige, c'est blanc, pas français. Voilà, bon, ça crée évidemment du rire, mais il y a beaucoup plus de choses ambivalentes, politiques, voire sociales. Et Loïc Prigent s'est quand même payé le luxe de faire incarner cette subtilité vulgaire par Catherine Deneuve lors d'un programme court sur Arte, dont on écoute quelques secondes. Ah oui, c'est chic. Catherine Deneuve lit des phrases entendues dans le milieu de la mode et sur les défilés. Bienvenue dans l'asile psychiatrique à ciel ouvert, le mieux habillé du monde. C'est quoi comme tendance? Stupide. C'est qui, la styliste? Une vieille copine aveugle? La collection était hyper pute. Je dis pute, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche. C'était effrayant. J'adore cette mannequin. On dirait qu'elle va parler. On a une telle liste d'attente pour les stagiaires qu'ils ont 45 ans quand ils commencent chez nous.
Eh ben oui. Elle va manger au flore. Ça lui donne l'impression de lire. C'est tellement moche, on dirait une fringue de l'an prochain. Oui, Ange. C'est délicieux. C'est super incisif, c'est sans... Comment dire, sans nuance et à la fois tellement subtil. Alors je vous invite vraiment à regarder le programme sur Arte en replay et à voir le livre J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste dans sa bibliothèque, parce que c'est un indispensable. Complètement. Voilà. Vous connaissez évidemment Jérémy Bueno. Oui, bien sûr, hein, oui, évidemment. Mais pour revenir à ce que vous dites, en fait, c'est vrai que c'est un milieu, un métier, un milieu ultra contrasté, en fait. Et c'est vrai que c'est ça qui le rend aussi attrayant aussi, justement parce que il y a cette espèce de folie douce qui plane dans les maisons de couture, mais aussi chez tous les gens qui gravitent autour des maisons de couture. Et je pense que c'est surtout ce secteur-là qui donne à la mode sa réputation. Mais pas nécessairement les maisons de couture qui sont en règle générale remplies de gens passionnés qui travaillent énormément et qui n'ont pas le temps justement de s'adonner à des choses pareilles. Mais les gens qui sont fans de mode peuvent en effet sortir des âneries pareilles. Ça fait rire tout le monde et c'est peut-être ça qui donne de l'importance à ce métier-là aussi. C'est peut-être aussi une manière de ne pas avoir l'œil focalisé sur ce que peut être le monde de la mode, c'est-à-dire horrible, complètement Bien sûr. réactionnaire parfois. Oui, et oui. c'est une manière un peu de dédramatiser, Ouais, parce que sinon, si on a vraiment l'œil très objectif, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens qui bosseraient Oui, qui bosseraient dans mais comme cet les univers-là, médias, comme ouais. pas mal d'industries, je ne Ouais. parle pas pour vous, évidemment. Si, je suis quelque part un peu un tyran. Non, mais les grands groupes, comme dans la politique, tout milieu d'élite crée forcément des contrastes qui sont Absolument, un peu ouais. invivables. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Jérémy Bueno, quelques mots également sur la starification des acteurs de la mode. Alors, je ne parle pas des mannequins, je parle vraiment des créateurs. Toute cette nouvelle génération de Simon Porte-Jacquemus, d'Olivier Roustin, de Nicolas Ghesquière. Qu'en dire? Je ne sais pas. En fait, il y a eu une période dans les années 2000 où on s'est intéressé plus à des personnes qui allaient, comment dire, imaginer une collection juste en donnant des mots d'inspiration, des choses comme ça. En disant « je veux du bleu ». Je veux du bleu. Et ensuite, il y a une super équipe qui va justement dessiner tout ce qu'il faut pour que la collection soit bleue et qui corresponde justement à cette description fabuleuse. Moi, je suis plutôt partisan des maisons de couture un peu plus traditionnelles, comme celle de Jean-Paul Gaultier, par exemple, où on a vraiment le créateur dans le studio qui participe à la réalisation des modèles et qui vraiment qui transmet et dont l'âme est visible. Aujourd'hui, on est passé à autre chose en fait, hein, et je pense que ce qui intéresse, c'est peut-être le nombre de likes qu'une personne a, qui va faire que justement c'est la personne à avoir en tête d'affiche pour une maison de couture. J'observe, voilà. Je ne sais pas vraiment ce que ça peut donner dans le futur. Après, je pense qu'ils ont peut-être raison de le faire aussi, puisque c'est comme ça que les médias fonctionnent aujourd'hui. On est attiré par les gens qui ont une grosse popularité. Mais en tout cas, ce n'est pas votre méthode. Non. Puis en plus, bon, il faut une sacrée entreprise pour pouvoir se permettre ce type de choses-là, quoi. Alors, Jérémy, vous avez parlé de création et de transmission, ouais. Surtout. Vous organisez déjà des masterclass et des ateliers au sein de votre maison couture. Maintenant, vous sévissez de temps en temps, je crois, au Fab Lab. De temps en temps, on a commencé, en tout cas, cette année avec un workshop d'une semaine, justement. Donc c'est le Fab Lab de Corté, de l'université. Et l'idée, c'était justement d'introduire une nouvelle thématique, donc la mode, et de se faire confronter un petit peu des techniques manuelles, donc qui sont liées à la fabrication du vêtement, mais aussi à la création en général. Donc se faire rencontrer cet univers-là et les machines ultra perfectionnées qui offrent des monts et merveilles au Fab Lab. Pour le meilleur de l'innovation. Pour le meilleur de l'innovation et justement pour pas oublier aussi que
En fait, il faut se servir de toutes les techniques qu'on a. Il y a un savoir-faire qu'il faut perpétuer et il y a de nouvelles technologies qui ne peuvent que nous aider. Et quelque part, au milieu de tout ça, il y a une zone où justement il y a de l'harmonie, quoi. Il y a de quoi structurer une filière mode en Corse. Il y a un nombre de créateurs assez impressionnant. Il y a quelques créateurs en mode, en accessoires, en bijoux. Je pense que l'envie est là et je pense qu'il faut justement aujourd'hui offrir l'opportunité de pouvoir se former ici. Vos prochains rendez-vous? Pardon? Votre prochain rendez-vous? Le Création au mois de juin. Donc c'est là qu'on retrouve le meilleur de l'île. Parfait. Jérémy Bueno, merci de Merci nous avoir beaucoup. accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Avec plaisir. Marie-Ange Philippe, merci beaucoup. À très Merci. bientôt. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, toujours sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.